Les instituts de sondage seraient-ils en perte de vitesse? En tout cas, la question mérite d'être posée. Ils n'ont pour la plupart pas vu la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine récemment. Le scénario est quasi identique en France, où c'est celui qui devait figurer lors des primaires à droite, François Fillon, qui l'a au finish emporté haut la main face à Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui n'a même pas pu se hisser au second tour. Le scénario est tout autant pareil à gauche, où Manuel Valls, Premier ministre sortant et grandissime favori, vient de se faire éjecter par Benoît Hamon, qui a résolument proposé un retour aux valeurs de gauche. Et que dire des extrêmes? Marine Le Pen, la candidate du Front National, est la personnalité politique la plus appréciée des Français, pendant que Jean-Luc Mélenchon à gauche tente également de se frayer un chemin. Vous l'aurez compris, bien malin, celui qui dira le prochain président de la France, France présidentielle, un scrutin aux multiples incertitudes. Ce sera notre débat du jour sur Angle de vue, votre émission qui permet une analyse de l'actualité marquante. Nos invités du jour, on a Aimé Tiefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Face à vous, Maître Alain Ronla. Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Messieurs, l'actualité est extrêmement riche, mais nous allons y aller au cas par cas. Aimé Tiefa, qu'est-ce qui explique, selon vous, ce relatif échec des instituts de sondage? Merci. Avant toute chose, permettez-moi de dire mes condoléances à la famille du président Étienne Tshisekedi. Il vient de nous quitter. Ce qui est important à retenir dans l'œuvre de ce monument de la place politique congolaise et africaine, c'est qu'il a mis 50 années de sa vie à servir loyalement non seulement le Congo, mais également l'Afrique. Les hommes qui ont réussi à marquer l'histoire de l'humanité, ce n'est pas à travers leur avoir, ce n'est pas à travers leur richesse, c'est à travers leurs idées, c'est à travers leur idéologie. Et il a réussi, de mon point de vue, à s'inscrire dans le panel de ces personnalités, de ces grands Africains ayant marqué leur temps. Alors, ceci dit, pour en venir à la question que vous m'avez posée, je voudrais préciser que la statistique est une science exacte. Le sondage, qui en est une branche, est également une science exacte. Ces derniers, par des méthodes qui leur sont propres, par des méthodes scientifiquement et techniquement prouvées, justes et exactes, arrivent à simplement dire ce que les sondés leur ont dit. C'est pour cela que les variables introduites sont très dynamiques et que chaque semaine ou quasiment tous les jours, lorsqu'on s'approche plus des élections, il y a sondage. Alors, les sondeurs, que ce soit d'opinion ou de n'importe quel avis, vous diront si. C'est-à-dire, il y a toujours le si qui est présent en l'état. Si telle variable introduite par rapport à telle réalité, dans tel contexte, restait comme cela, voilà l'ordre d'arrivée des candidats. Alors, au fur et à mesure qu'on se rapproche du scrutin, il y a forcément beaucoup d'événements, beaucoup de paramètres qui surviennent et qui modifient, je dirais même d'heure en heure, tout ce qui arrive. Et il y a toujours des variables qui sont impondérables. Il y a toujours des éléments qu'on ne saurait mesurer, parce que l'homme, dans sa dimension infinie, est très petit, arrive toujours à ne pas tout prévoir, à ne pas tout savoir, à ne pas faire de la prospective sur tout, pour que Dieu continue par rester celui qui est omniscient et omnipotent. Donc ces institutions ne sont pas en crise. Ces sciences ne sont pas désuètes ou démodées. Elles sont toujours exactes et elles font un travail important. La belle preuve est que tous les hommes politiques, tous ceux qui sont concernés par la politique, cherchent toujours à savoir ce que les sondages disent ou le résultat issu des sondages, et qu'on le veuille ou non, nombre d'entre eux en tiennent compte pour pouvoir haranguer les foules et asseoir leur politique de campagne. Alors, Maître Alain Ronla, on a vu Nicolas Sarkozy incapable de se hisser, même au second tour de la primaire à droite. Qu'est-ce qui explique l'échec de cet animal politique du paysage français?
Nicolas Sarkozy a échoué parce que il n'a pas réussi. Excusez cette tautologie, parce qu'il a été élu dans des conditions très controversées, presque par défaut, un peu comme le président Hollande, parce qu'il n'a pas brillé lors de son mandat, parce que son mandat a été émaillé d'affaires, c'est le bling-bling et le copinage avec les grands hommes d'affaires français et du monde. Et donc, il a été rattrapé par ses affaires, il y était englué, de sorte qu'il était totalement en perte de vitesse. Cette situation a été sanctionnée par les électeurs de droite, comme ils sont en train de sanctionner Fillon aussi, qui a joué les messieurs propres, et dont on s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup d'affaires à droite. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est la France, c'est la politique française. Maintenant, si vous le permettez, je réagirai d'un ou de deux mots sur les sondages. Que beaucoup d'hommes politiques français d'ailleurs ont dit que les sondages, ce n'est pas les suffrages. On attendra le moment du vote pour savoir qui a été désigné. Les sondages, ce n'est pas forcément une science exacte, c'est une science très aléatoire, puisque l'échantillonnage n'est jamais représentatif, bien qu'on dise qu'il est représentatif. Je me demande par quel calcul on parvient à dire qu'un échantillon de 100 ou de 1000 personnes représente des millions d'électeurs, et finalement on s'aperçoit que c'est devenu un instrument de propagande, c'est-à-dire qu'il y a des sondages truqués pour influencer l'opinion, alors que les politiques s'en saisissent très bien. Quand les sondages, quand ils ont de bons chiffres, ils s'en vantent, tout en étant prudents dans le travail à faire. Quand c'est mauvais, ils relativisent. C'est dire que le sondage n'est qu'un petit thermomètre pipé qui ne donne pas toujours l'exacte température, encore que la température soit très variable. Donc les élections ne se jouent pas sur les sondages, ça se joue sur les terrains, sur l'observation des hommes politiques et la réaction des électeurs qui systématiquement plongent dans l'incertitude. Alors, messieurs, un autre candidat, c'était lui, le grandissime favori du parti Les Républicains, donc de la droite, c'est Alain Juppé. L'homme a aussi échoué à défendre son mandat, à défendre ses valeurs, à défendre son projet face à François Fillon. Qu'est-ce qui explique cet échec-là, l'échec d'Alain Juppé, qui quand même, rappelons-le, maire de Bordeaux, une ville qui a quand même beaucoup de choses à faire valoir aujourd'hui. C'est un très bon maire, mais finalement, les électeurs de droite n'ont pas voulu lui faire confiance pour prendre le lead du parti. Je voudrais vous amener à observer une variable importante dans la politique française aujourd'hui. Variable liée à l'âge. Observez bien de plus en plus, les personnalités politiques âgées au-delà de 55 ans ont visiblement de problèmes aujourd'hui pour convaincre l'électorat français. En fait, qu'est-ce qui fait la force de Macron aujourd'hui? C'est sa jeunesse, c'est sa fougue, c'est son savoir-faire, mais d'abord focalisé et basé sur la jeunesse. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui l'un des principaux atouts de Benoît Hamon? C'est également sa jeunesse, il est âgé de 49 ans. Écoutez, en France, jusqu'à un passé récent, pour réussir n'importe où et surtout en politique, il faut avoir des cheveux grisonnants. Il faut avoir vu beaucoup de générations, il faut avoir fait preuve de tels ou tels atouts pour convaincre les gens. Depuis plusieurs décennies, de plus en plus, ce n'est plus ça. Parce que quand vous regardez ce qui se passe en Europe, aux États-Unis et un peu partout, on a besoin de sang neuf. Donc, disons que l'un des premiers problèmes de Juppé, c'est son âge. Depuis environ une dizaine d'années, beaucoup de gens trouvaient qu'il est déjà un peu trop vieux, que les idées et l'idéologie, l'idéal politique qu'il est en train de proposer à la France depuis quelques années sont devenus caducs et que les défis auxquels la France doit faire face de plus en plus nécessitent que des hommes neufs, n'ayant jamais eu de casserole ou n'ayant jamais, à travers telle ou telle affaire ou tel dossier, souillé leur image, viennent défendre le peuple et le projet de société qu'il lui propose. Alors, quand vous prenez toutes ces idées ensemble, aujourd'hui,
pour justifier quelque peu. Moi, je ne parle pas forcément de l'échec de Juppé. Il lui a manqué le peu pour arriver. C'est vrai que c'est un échec, mais je dis son message qui dans l'ensemble est resté incompris, son âge ou sa génération où ils sont en train de quitter les affaires pour aller se reposer ou pour aller servir ailleurs et autrement. Voilà autant d'éléments qui peuvent expliquer que son discours n'ait pas forcément été entendu dans sa globalité et qu'il n'ait pas disposé forcément de tous les atouts pour convaincre ou l'emporter, que ce soit sur Fillon ou les autres. Maintenant, la génération des Xavier Bertrand et les autres, on verra bien ce qu'ils peuvent faire aux côtés de celui qui portera l'étendard de la droite française. Alors, Maître Alain, on l'a rapidement par rapport à Juppé, son échec, c'est dû à quoi? Ce n'est pas l'âge. Je crois que la France reste l'un des pays où s'attaquer à l'âge vous conduit à l'échec. Les présidents qui ont dirigé ce pays, Mitterrand, même malade, a réussi à faire des mandats. Chirac a été réélu parce que victime de ce qu'il a appelé un délit de faciès, un délit de sale gueule, lorsque son premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, le trouvait vieux, usé, fatigué. Donc, j'ai l'impression que les Français n'ont pas qu'on s'en prenne aux vieux. Le vrai problème d'Alain Juppé, c'est le syndrome du premier de la classe. Alain Juppé est présenté et connu comme quelqu'un de très brillant, même un génie. Et c'est là où le bas blesse, ça coince. Il était compris. Toute la classe politique de droite et le président Chirac lui-même a dit d'Alain Juppé que c'était le meilleur d'entre nous. Mais il peine à fédérer parce qu'il est dans un langage technocratique Oui. Qui ne passe pas auprès des électeurs. Et je crois que le reproche qu'on lui a à tort fait, c'est qu'il est porteur plus d'idées du centre et même de gauche plutôt que des idées de droite. C'est ce qui a véritablement et probablement été sanctionné. C'est sûr que les socialisants l'auraient préféré à un candidat issu même des rangs du Parti socialiste. C'est l'homme de droite le plus rassurant pour les Français, mais inquiétant pour la France de droite qui se droitise de plus en plus et qui va même aux extrêmes. La surenchère aujourd'hui, c'est de prendre l'espace occupé d'autorité par l'extrême droite. Donc tout ce qui est idée libérale, sociodémocrate est rejeté par les électeurs de base. Je ne pense pas que Alain Juppé soit terminé. La preuve qui n'est pas terminée, c'est que les primaires ont donné un résultat qui est de plus en plus contesté aujourd'hui par les affaires. Et même si Alain Juppé refuse de jouer le second rôle ou un plan B, je crois que sa candidature s'imposera quand celle de Fillon deviendra caduque. Et c'est quasiment inévitable. Alors, donc ce n'est pas une question de génération. Vous faites bien de le dire, le candidat de droite Fillon est aujourd'hui englué dans une affaire qui met en cause son épouse essentiellement. Et Métiefa, l'homme préfère dénoncer une cabale de la gauche au pouvoir contre sa personne. Oui, disons que c'est le bouc émissaire le plus facile qu'il puisse trouver maintenant. Ce qui est important, c'est qu'il sait ce que c'est que l'arène politique. Fillon est l'un des rares politiciens français ayant fait de la politique la trame de sa vie. D'abord, comme diplôme académique, il a fait un master en fonction parlementaire. Et il n'a exercé que dans ce sillage depuis longtemps. On ne lui connaît pas avoir faire d'autres choses. Donc c'est pour dire qu'il est mieux placé pour connaître ce que c'est que l'univers politique. Et d'ailleurs, lui-même a fait usage, je dirais, de cette stratégie vis-à-vis de Sarkozy, lorsqu'il disait qu'il imagine que Jacques Chirac soit mis en examen. Alors que pour lui, un présidentiable ne peut pas mis en examen. Or, il est mieux placé également pour savoir que plus vous avez de longévité dans la politique, forcément on aura quelque chose à vous coller. Il est difficile d'être aux affaires, d'être aux commandes, où il est difficile d'assumer le suffrage populaire, de porter quelques franges électorales et donc d'être une personnalité politique
sans rien connaître, sans être mêlé à rien. Et d'en arriver du matin au soir, Immaculée et Sainte-Nitouche, je crois que ce n'est pas possible ou ce n'est pas évident. Alors, c'est le jeu politique qui continue. De mon statut de sociologue, je trouve que c'est un jeu d'acteurs très intéressant avec beaucoup de variables où la pondération au regard des événements qui se présentent, des faits porteurs et des tendances lourdes, on aurait beaucoup à analyser si on voudrait aller en profondeur avec les théories de la sociologie des organisations. Alors, Maître Alain Ronla, aujourd'hui, Alain Juppé disait qu'en matière pénale, vaut mieux avoir un passé que futur. Je voudrais avoir votre avis, puisque c'est quand même votre dada. Ben, écoutez, il sait de quoi il parle, puisque promu à une brillante élection, à l'élection présidentielle, il a été rattrapé par les affaires, il a pris les coups pour le président Chirac, il a été condamné, déclaré inéligible. Je crois que ça aussi a contribué à plomber la personnalité et le potentiel qu'il avait de devenir un excellent président de la République française. C'est un bon mot, c'est un clin d'œil pour rappeler à François Fillon, le vertueux, que nul n'est à l'abri. Et quand on impute la responsabilité de ces déboires au camp adverse, ça me fait rire. Fillon lui-même ne s'est pas privé pour s'en prendre à son ancien ami Nicolas Sarkozy. Il ne s'est pas privé pour massacrer François Copé, qui l'a fait éjecter de la tête de l'UMP, devenu les Républicains. Je ne vois pas ce qu'il y a de politique dans le fait que l'on dénonce l'affairisme et la prise illégale d'intérêts, des sommes considérables. 900 000 euros. 900 000 euros distribués à son épouse et à ses enfants. Et M. Fillon n'est pas venu dire « Je ne leur ai jamais permis de se servir. C'est des Français, c'est mes enfants. Ils avaient le droit de travailler, ils ont perçu. Voilà le système de défense, grosso modo. » Ça veut dire que le crime est presque avoué. Et il y a Longuet qui vient, je ne sais pas si c'est un soutien ou si c'est pour l'enfoncer, pour dire que c'est ça les vraies familles françaises. Mais les Français, ils en tirent les conséquences. C'est ça la droite. C'est la droite des affaires. C'est une candidature qui se veut au-dessus de tout soupçon et qui se retrouve rattrapée par les affaires. Il faut gérer. Je crois que ce n'est pas la vie politique qui vous empêche de rester intact. Il y a des gens vertueux qui n'ont jamais été poursuivis, qui n'ont jamais été écornés par quelque affaire que ce soit. Je crois qu'ils sont mieux placés pour incarner la candidature d'un courant, d'un parti, pour représenter les Français. Et donc, chacun gère ses affaires. Le président Chirac a été mis en examen après avoir présidé aux destinées de la France. Nicolas Sarkozy subit le même sort. Je ne pense pas que Hollande subirait le même sort. Vous voyez, ça veut dire que tout le monde n'est pas dans les affaires. Mitterrand n'a pas subi le même sort. Donc, on fasse un peu de ménage avant de vouloir être représentatif. Alors, je voudrais préciser que ce qui est reproché à Fillon, ce n'est pas d'avoir fait travailler sa femme ou ses enfants. Mais ce qui lui est reproché, c'est que ses emplois sont fictifs. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y avait pas de badge pour Pénélope, badge de l'Assemblée nationale. Alors, puisqu'elle est censée être assistante parlementaire. Bon, le problème se pose en termes de est-ce qu'à l'époque, elle faisait vraiment partie de l'Assemblée nationale? Par quel truchement ou par quelle branche, ce n'était pas tellement important. Est-ce que son nom faisait partie du fichier du personnel de l'Assemblée nationale? Enfin, ceux qui accusent Fillon estiment que non. Lui, il estime que oui. Et dit même dans sa défense que ceux qui travaillent dans les cabinets des députés n'étaient pas obligés d'avoir de badge, puisqu'ils pouvaient, disons, tout le temps où ils accompagnent le député, ils pouvaient ne pas mettre pied à l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont censés travailler au sein du cabinet de députés qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui lui est reproché, c'est que ces emplois-là sont fictifs. Ce n'est ni le népotisme, ni le favoritisme, ni le fait de donner à sa famille des avantages auxquels il n'avait pas droit. Autrement dit, que ce soit vous ou Maître Alain Ronla qui, à l'époque, avait travaillé avec Fillon, et que
vous n'avez pas été reconnu réellement comme tel, que vous n'avez pas eu un contrat en bonne et due forme, que vous n'avez pas de badge, que votre nom ne transparaisse pas dans le fichier du personnel de l'Assemblée nationale à l'époque, les mêmes problèmes que ceux qui se posent actuellement se poseraient. Bon, Fillon est en train de se défendre à 90 jours de l'élection. On verra s'il se la porte. Ce n'est pas exact. Je me permets de nuancer. Rapidement, c'est vrai que l'incrimination, c'est-à-dire le travail de technicien, c'est qu'on reproche des emplois fictifs à ses différents membres de sa famille. Ça, c'est l'incrimination, c'est ce que cherchent les policiers, les enquêteurs. Mais l'opinion ne va pas jusqu'à chercher ce qui est fictif. Ce qui est perçu, c'est que nous avons les princes de la République qui font travailler leurs enfants et qui leur donnent de gros salaires. Voyez-vous. Donc c'est bien l'impact népotique, l'impact de favoritisme, d'accord, et de fantaisie qui est en train de faire dégringoler Fillon. Dans les sondages. Caractère pénal de l'opération en soi. Et c'est grave, ça veut dire que ceux qui sont censés donner l'exemple et gouverner dans l'intérêt général privilégient l'intérêt de leur famille. C'est ça, réellement, le message. Et il y a un certain nombre d'infractions prévues et punies par le Code pénal français, comme ce qu'on appelle, par exemple, la prise illégale d'intérêt. Ça n'a pas grand-chose à voir. Mais on demande aux responsables politiques d'éviter de mêler leur famille, leurs intérêts personnels à la gestion de la chose publique. Parce que si vous recrutez vos enfants, soit disant qu'ils sont avocats, à un moment où ils ne sont pas avocats, en plus il y a du mensonge dans l'affaire, pour les rémunérer grassement pour des missions dites d'assistance parlementaire, on n'est pas loin de la gabégie, on n'est pas loin du népotisme. Et quand on sait que François Fillon a quand même fait campagne sur, il était le monsieur propre, c'est sur cela, c'est sur ces leviers-là qu'il a appuyé pour représenter aujourd'hui la droite. Alors, Alain Juppé a lui exclu d'être le candidat par défaut. Quelle suite voyez-vous pour la droite? C'est très politique. Il ne veut pas être le plan B. Donc, ça veut dire qu'il voudrait être le plan A ou A'. Donc, vous pensez que Alain Juppé est encore dans la course? Je crois que c'est inéluctable. Politicien ne lâche pas prise aussi facilement. Et Alain Juppé est quelqu'un de très orgueilleux et de quelqu'un de raide. Mais la raison finit par rattraper. Et quand ses amis le convaincront de ne pas laisser la route aux Xavier Bertrand, aux Barouin, des jeunes premiers, je crois que le maire de Bordeaux se fera le plaisir de chausser les souliers du présidentiable. Alors, mettez fin rapidement, un retour d'Alain Juppé, vous y croyez? C'est possible. C'est possible dans la mesure où la première éventualité que je nous suggère de voir est que, est-ce qu'aujourd'hui, à 90 jours du scrutin national, l'élection présidentielle en France, est-ce que la droite peut encore aujourd'hui organiser les primaires avec engouement tel que cela avait lieu? Je ne crois pas. Ce sera difficile. Et dans l'ordre d'arrivée, Juppé est le deuxième, incontestablement. Ça, tout le monde le sait. Le rappeler pour venir porter les couleurs de la droite et du centre, ce n'est pas exagéré, ce n'est pas quelque chose de biscornu. Encore que Juppé, dans sa peau d'homme politique, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'il est, se mettre tout de suite à réclamer ou à revendiquer que c'est à lui qu'il revient de droit et naturellement de jouer au remplaçant serait mal perçu par l'électorat. Alors, il est obligé de se retrouver dans une posture ou dans une stratégie de quelqu'un qui ne voulait pas, mais bon, que c'est le peuple qui l'a appelé, comme on sait bien. Il n'y a pas d'homme politique qui n'ait point été appelé par le peuple. C'est comme cela que ça se passe partout. Nous verrons la fin, si réellement il va cracher sur le gâteau. Alors, à gauche, c'est l'échec de Manuel Valls qui a retenti avec un score sans appel pour Benoît Hamon. Maître Alain Orla, quelles sont les causes réelles de l'échec de l'ex-premier ministre? Échec prévisible parce que échec du gouvernement. Voilà quelqu'un qui refuse d'assumer le bilan de son gouvernement, de sa gouvernance, de son président en difficulté, qu'on a convaincu de ne pas se présenter. Alors, si François Hollande ne se présente pas, ce n'est pas Manuel Valls qui serait le recours. Deuxième question, il faut qu'ils assument tous les deux les conséquences de cet échec. 2 ans de primature notamment.
significative. Et avant cela, ministre de la Sécurité. De la Sécurité. La deuxième observation, c'est qu'il y a un phénomène que les gens négligent. En France, je crois quand même connaître un peu la sociologie de ce pays, il y a des sympathisants qui continuent de se réclamer d'un bord. C'est-à-dire, nous sommes de droite, il n'y a qu'à droite, à droite toute. Même si le discours varie, eux ils sont à droite et ils ne jurent que par ça. Et il y a la gauche. Ce qui a fait difficulté à gauche, c'est qu'on a estimé que François Hollande et son équipe ont quitté le terrain socialiste pour se rapprocher de la droite, du libéralisme. Et c'est ça qui a fait le clivage, par exemple, avec Mélenchon, avec Taubira, par exemple. Avec Hamon aussi. Avec Hamon. Qui a démissionné. Donc, ceux qui se sont ancrés à gauche ont réussi à rassurer l'électorat, parce que les primaires, c'est des primaires socialistes. C'est les socialistes qui ont voté. Donc c'est tout à fait normal que ceux qui ont fait un ancrage vers les idées socialistes recueillent les fruits, recueillent les suffrages de leurs sympathisants. Ceci étant, qu'il y ait de la jeunesse ou pas, tous ces discours ne fonctionnent plus avec la France d'aujourd'hui. Moi je pense par exemple qu'une candidature des extrêmes, c'est d'ailleurs ce qui explique la candidature des extrêmes, la candidature des candidatures de rupture, le Front National, Macron. Et dans ce tâtelage, moi je pense qu'une candidature comme celle de Alain Juppé, par exemple, qui est plus consensuelle, qui est plus douce, mais qui est ferme quand même, pourra créer la surprise et fédérer les électeurs français, quel que soit leur bord. Donc, à gauche, bien que Hamon se soit fait désigner par le parti, je crois qu'il a fort à faire avec Macron. Alors, Hamon, le chef des frondeurs, on l'appelle communément, aujourd'hui porte-étendard du parti, comment analysez-vous? Il n'était pas annoncé, il était quasiment inconnu du public français réel, et ces quelques semaines, l'homme a fait campagne, il est allé sur le terrain, on l'a senti très offensif, assez à l'aise, que ce soit sur le terrain sportif ou que ce soit sur le terrain politique. Aujourd'hui, l'homme est désigné candidat de la gauche pour cette présidentielle. Ah non, je voudrais vous dire que Hamon est très connu. Il est entré au PS à l'âge de 19 ans. Donc, c'est un couronnement. Il est consacré parce que ça fait 30 ans de militantisme politique et il était présent à tous les combats depuis 30 ans. RTL diffusait la fois dernière sa première intervention, j'ai vu, il était tout jeune. Alors, c'est pour vous dire donc qu'il n'est pas du tout inconnu. Est-ce qu'il a réellement milité en la faveur d'Hamon? En fait, c'est deux choses. Premièrement, frondeur, il s'est très tôt démarqué de la politique de François Hollande. Ça, il s'est très tôt démarqué. Il a fait preuve de courage et d'objectivité politique. Il s'est résolument inscrit dans une ligne qui, avec le temps, a eu raison de Hollande. C'est ce que Valls n'a pas su faire. Lui s'est décroché tardivement. Même Macron s'est encore décroché rapidement à un moment où c'était encore crédible de se décrocher. Ensuite, ce qui a milité en la faveur d'Hamon, c'est son programme. Il a eu un programme courageux et ambitieux. Celui qui dit « dépénalisons le cannabis », c'est ma position en tant que présidentiable. Et il a justifié, c'est cette position qu'il a emportée. Pareil sur l'emploi, pareil sur la santé, pareil sur la politique de protection sociale et l'aménagement du territoire. Donc, je crois que Hamon a eu un projet suffisamment courageux. Il a su adopter des positions qui parfois ne sont pas tellement perçues comme des positions objectives, qu'il a su défendre. Et le faisant, il est resté tout à fait socialiste. Écoutez, par exemple sur la religion, sur le port du voile, sur la laïcité, il est resté plus flexible que Valls, qui de ce point de vue a même adopté une position de droite, à la limite pas loin de l'extrême droite. Donc en tout et pour tout, depuis 30 ans, il était en train de se battre, il a eu le temps d'apprendre, il a été simple colleur d'affiches, ensuite président de la jeunesse socialiste, jusqu'à connaître ce couronnement aujourd'hui. Autrement dit, il a utilisé le punch qu'il a. Maintenant, il aura à faire face aux autres qui estiment qu'il n'a pas encore suffisamment d'étoffe
pour porter leur couleur ou leur étendard. Vous avez vu les pro-Valls qui, aujourd'hui, estiment que si c'est Macron qu'il faut suivre, et si c'est Hamon qu'il faut suivre, qu'ils préfèrent aller chez Macron. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que Macron n'a pas envie de ressembler à un candidat de gauche. Mais si des ténors du parti de gauche le rejoignent, et comment cela sera perçu par l'opinion publique qui, quand même, aujourd'hui, crédite un peu Macron, qui est, écoutez, disons-le comme il est, le deuxième actuellement dans les sondages, les sondages les plus récents. Mais quand on va... Je ne suis pas convaincu que ce soit les programmes qui fassent la différence, mais c'est plutôt le marketing et le positionnement et la posture. Macron est jeune, Macron dit, entre guillemets, zut, au père, il tue le père, hein, c'est un classique. Il se démarque, lui le petit poussé, il tient tous ses barons. Non, au Parti Socialiste on parlait d'éléphants. Il tient tous ces éléphants en respect, donc c'est forcément sympathique. Alors, il veut chasser à droite, donc on affiche un certain libéralisme pour apaiser les décideurs. Vous voyez, donc c'est plus une posture stratégique, une posture de campagne que véritable programme de gouvernement. Parce que vous soyez de droite ou de gauche, la réalité du pouvoir, la réalité de la gestion du pouvoir, au moins en France, reste la même. Un président de droite, quand il arrive là, on le trouve trop socialiste. Un président de gauche, il devient capitaliste. Donc, on va dire que c'est tout simplement dans un exercice de séduction et que par réalisme, si l'envolée de Macron ne fait pas piste, je pense qu'il ne sera pas décrédibilisé en se faisant rejoindre par des socialistes. Ce n'est pas la première fois qu'ils auraient trahi. Alors, rapidement, sur Hamon, certains le jugent carrément lunatique. L'homme parle d'imposer des taxes sur les robots. Il parle de valeurs de gauche toute. Est-ce qu'aujourd'hui, ce programme ou ce projet peut prendre le lead, c'est-à-dire appeler à gouverner la France de nouveau? Moi, je pense que c'est une forme d'autisme. Parce que les défis qui guettent la France, comme la plupart des pays développés, ces défis sont ailleurs. Il faut être en mesure de résoudre les crises résultant de la mondialisation et donc qui révèlent les faiblesses du vieux continent, du vieux pays. Il faut résoudre le problème de l'immigration, ce qui facilite l'accession aux commandes de partis puants, de partis extrêmes et extrémistes. Hamon est très ouvert sur ces dossiers-là. Il ne s'agit pas d'être ouvert, il s'agit de rassurer les Français sur la légitimité de ceux qui sont qualifiés d'immigrés à rester sur le territoire français et à décourager les actes xénophobes et racistes qui se commettent. La ligne doit être très claire. Or, la plupart des Français qui ont quand même un chromosome un peu raciste ou racial, bottent en touche et laissent le champ libre au Front National qui martèle et se rend sympathique aux yeux des Français qui pensent que si ça ne va pas bien, c'est la faute des étrangers, c'est la faute des immigrés, un peu comme Trump est en train de le faire actuellement aux États-Unis. Donc moi je crois qu'il vaut mieux attaquer de front ce terrain et prendre des positions très claires pour réduire l'influence du Front National et d'ailleurs de tous les extrêmes en posant très clairement la question. Ne pas le faire, c'est prendre le risque que ce parti extrême l'emporte en France. Alors rapidement, aujourd'hui, est-ce que Hamon peut rassembler, c'est-à-dire voir Manuel Valls, voir pourquoi pas Emmanuel Macron, voir pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon, tout cela autour de Benoît Hamon pour porter un projet de gauche? Je ne crois pas. Je ne crois pas. La gauche s'était déjà suffisamment émiettée, surtout avec Mélenchon, suffisamment. Un monsieur comme Macron aura suffisamment de poignées d'étoffe pour ramener vers le PS et faire bloc commun, bloc de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne crois pas. Parce que depuis que Hollande est venu aux affaires, Mélenchon n'est jamais resté avec eux. Aujourd'hui, Europe écologique les Verts, la réalité est que n'est pas avec eux. Le parti radical de gauche n'est plus avec eux. Le parti communiste français n'est plus avec eux. Et ça, c'est toute la gauche. En France, il n'y a pas de problème par rapport à l'extrême gauche
et le Parti socialiste simple gauche, que ces deux tendances et grands courants de la grande famille des gauchistes soient ensemble. Il n'y a jamais eu de problème à ça. C'est à droite que le centre et la droite sont ensemble au détriment de l'extrême droite, avec qui personne ne s'est jamais associé. Aujourd'hui, la radicalisation de la gauche est devenue une réalité sous Hollande, depuis que les autres estiment que ce sur quoi ils étaient tombés d'accord avant qu'ils ne soient élus n'a jamais été fait. Ça, c'est du point de vue des reproches faits par Europe Écologique Les Verts. En ce qui concerne Mélenchon, bien avant son élection, il n'a jamais été d'accord avec lui. Alors, un monsieur comme Hamon, je crois, n'a pas suffisamment d'autorité, n'a pas suffisamment de manette pour pouvoir rassembler la grande gauche et aller aux élections avec cette gauche-là. La belle preuve, qu'est-ce que Macron est devenu? Et il est parti d'où pour devenir ce qu'il est devenu. Et vous avez vu l'expression et le gestuel de Hamon pour parler de Macron dans la plupart de ses meetings dans le cadre des primaires. Donc c'est pour vous dire que la gauche part divisée, la droite part, disons, plus ou moins en rang serré, parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui fait office d'opposition. L'extrême droite part toujours en solo comme d'habitude, mais un peu plus crédibilisée cette fois-ci au regard des attentats, au regard de tout ce qui a trait à l'immigration, les crises ayant conduit à ce que la France et les autres pays de l'Union européenne soient obligés de recueillir plus d'immigrés et d'immigrants. Alors, lorsque vous prenez tous ces facteurs, c'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite est perçue comme le parti, je renchéris le mot de Maître Alain Orunla, l'extrême droite est perçue comme le parti ou la tendance politique pouvant rassurer les Français et pouvant servir leurs intérêts. Je ne vous rappelle rien en vous disant que avant-hier, un jeune Canadien de l'extrême droite avec des idées révolutionnaires qui, de plus en plus dans le monde aujourd'hui, enfin, en Europe et aux États-Unis, sont en train d'émerger au détriment de les raisons humaines et humanitaires, la gentillesse et la politesse. Alors, Maître Orunla, rapidement, parlons de l'extrême droite, c'est Marine Le Pen, on la connaît, l'extrême droite, à droite toute, on le sait, mais elle est aussi engluée dans des affaires d'emploi fictif, eurodéputée. Le Parlement européen a d'ailleurs décidé de faire des retenues sur ses salaires. Elle n'est pas propre non plus. Écoutez, je pense que c'est un épiphénomène. À son niveau, le père aussi a connu des affaires. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est moins médiatique, c'est moins problématique parce que c'est un parti et dont les dirigeants n'ont jamais été véritablement aux affaires. C'est vrai, hein? Donc l'affaire fait mal quand il s'agit d'autres. Ce n'est pas le principal reproche que je ferai à Marine Le Pen. Pas ces petites affaires, mais c'est la défense de thèses quasiment révisionnistes, de thèses nihilistes. Je ne peux pas partager le même point de vue d'un leader politique que je trouve ignorant de l'histoire. Parce que si on savait quelle était l'histoire de la France, ce ne sont pas les Le Pen qui parleraient en premier. Je crois qu'un Mamadou ou un Orunla sont plus légitimes à parler de la France que tous ces gens qui s'agitent et qui pensent que le gâteau leur appartient, que c'est une exclusivité. Donc, c'est un combat contre l'ignorance, un combat contre l'extrémisme qui invite à combattre les idées du Front National. Ceci étant, c'est un parti comme tous les autres qui porte des idées, il faut le laisser s'exprimer et les combattre sérieusement. Alors, Emechefa, pourquoi la Russie s'est-elle invitée dans le débat politique français autant ces dernières semaines? Ah oui, il faut comprendre que la Russie a été laissée en rade depuis longtemps. La Russie n'est plus en tant que telle cette grande puissance qu'elle était
depuis l'émiettement de la Fédération russe et de l'ex-URSS. Alors, la Russie a été laissée en rade et aujourd'hui, elle a besoin de prendre ses appuis diplomatiques, elle a besoin de camper autrement sur des terrains des autres États. La Russie aujourd'hui est au cœur de l'élection de Trump. La Russie aujourd'hui a des accointances avec l'extrême droite allemande. La Russie aujourd'hui a des accointances avec la Le Pen et quelques hommes politiques. La Russie aujourd'hui est en train de jouer sur l'échiquier international son comeback au rang des grandes puissances. Écoutez, le rouble russe aujourd'hui ne vaut pas plus de 14 francs CFA. Vous comprenez, là où le livre sterling est à près de 1200 et là où l'euro est à 655 francs CFA. La Russie a besoin de reprendre, de se retrouver dans ses apparats de puissance économique, puissance militaire aujourd'hui, parce que ça lui a fait défaut il y a longtemps. La Russie est en train de jouer son avenir. Maître Alain, on a rapidement la position de la Russie. On sait que Vladimir Poutine a dit être proche de Fillon. On sait qu'aujourd'hui, l'élection de Donald Trump renforce ou rend crédible le débat ou le discours entre griffes copains entre la Russie et les États-Unis, ce qui était difficile il y a quelques semaines sous la conduite de Barack Hussein Obama. Et qu'est-ce qui rend aujourd'hui cette Russie-là, ou qui fait de la Russie un argument de campagne ou un argument pour les politiques, notamment la course à la présidence en France? Il faut d'abord repréciser qui est à la tête de la Russie aujourd'hui. C'est un ancien du KGB. Donc, les services d'espionnage très rouges et qui usent de tous les moyens pour contrôler leurs amis, leurs ennemis, leurs adversaires. Alors, la polémique qu'il y a eu concernant l'élection de Donald Trump, la participation de la Russie vraie, supposée ou réelle, de la Russie dans l'élection de Trump. Moi, je dirais que c'est un sacrilège parce que aux États-Unis, il fallait tout sauf russe. Et aujourd'hui, il y a un président qui ne se cache pas d'avoir des affinités avec le président russe. Pareil en France. Vous avez vu les positions prises par Fillon qui demande que par réalisme, l'on se rapproche de la Russie plutôt que de défendre les principes et de refuser les massacres qu'il y a en Syrie. Quand vous voyez le nombre des affaires qui lui sont reprochées, au nombre de ces affaires se trouvent des activités de conseil rémunérées par les services russes. Je n'ai pas de preuves, mais il y a des accusations donc, qui expliquent cette prise de position. C'est une manière de vous dire que l'espionnage est rentré en politique internationale et que Poutine a toujours su manœuvrer. Vous avez vu comment il est revenu à la présidence. Donc, il essaye de tenir les uns et les autres, c'est-à-dire les chefs des grandes puissances, pour pouvoir muscler son droit de veto et conduire les affaires et les intérêts de son pays sans être gêné par les autres dirigeants. Mais c'est quand même regrettable pour les pays qui ont fait l'option du droit, de l'état de droit, de s'acoquiner avec de tels personnages qui ne défendent pas le droit humanitaire. Et Tchefa, ce sera déjà tout pour ce numéro de Angle de Vue. Maître Alain Onla, merci d'avoir été en notre compagnie. Vous l'avez compris, des différentes analyses, des points de vue de mes invités aujourd'hui. Bien malin, celui qui dira le prochain président de la France. France présidentielle, un scrutin aux multiples incertitudes. C'était le thème de ce débat. Merci de nous avoir suivis. Un spécial merci au restaurant L'Oriental qui nous a accueillis pour le tournage de ce numéro. Merci et à très bientôt.